Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone FPV. Est-ce que ce type de drone est la munition téléopérée du futur? Pour toute personne suivant les opérations militaires en Ukraine, c'est une évidence. Drones et munitions téléopérées, MTO, sont partout et accélèrent plusieurs cycles d'innovation technologique concomitants qui font de la troisième dimension un domaine structurant à l'extrême pour les opérations interarmées du futur. Ce qui ne sera pas sans conséquences pour nos armées. En 2016, les canaux Telegram et de veille Twitter commencent à montrer les usages que fait l'État islamique de drones larguant des grenades, obus de mortier ou encore charges creuses de la famille PG-7 sur des positions de la coalition qui le combat. Qu'ils soient conçus pour cette mission, ils font alors l'objet d'une proto-industrialisation par l'État islamique, ou qu'ils soient adaptés de drones commerciaux, ces systèmes de frappe d'un nouveau genre font faire florès. D'autant plus que l'usage des drones commerciaux en appui des opérations d'un certain nombre de groupes est lui-même en progression. En 2020, tous les assauts de Boko Haram au Nigeria, au Tchad ou au Cameroun sont systématiquement précédés de ce qui s'apparente à un vol de reconnaissance, les drones continuant de fournir des images pendant l'action elle-même. Il y a donc une prolifération verticale et horizontale du drone armé. 7 ans plus tard, qu'en est-il advenu? Que ce soit en Syrie, en Ukraine, en Israël et en Birmanie, plus aucun acteur n'opère sans un puissant appui de drones pour des fonctions ISR, mais aussi de frappe. Si l'opération surprise du Hamas en Israël le 7 octobre dernier a impressionné, c'est aussi parce qu'ont apparu très tôt les images d'une explosion sur la tourelle d'un Merkava 4, qui est un char réputé le plus lourd parce que le mieux protégé au monde, et celle de largage de munitions sur les tours d'observation de la frontière électronique entre Israël et la bande de Gaza. En quelques dizaines de minutes, les optroniques et les armements au sommet de ces postes d'observation ont été neutralisés, ce qui a facilité considérablement le bréchage et la pénétration des forces du Hamas ensuite. Aucune contre-mesure ne semble avoir été déployée par Israël, ni grillage, ni filet, ni action de guerre électronique ou autres systèmes d'interception ne sont visibles. Tsahal avait pourtant devant les yeux l'exemple d'une guerre d'Ukraine, dans laquelle les usages des drones ont évolué considérablement, mais aussi extrêmement rapidement. Dès les premières heures du conflit, les drones tactiques sont en action, et des Bayraktar multiplient les frappes. À ce stade, rien de réellement nouveau. Dès 2016, souvenez-vous, dans le nord de la Syrie, la Turquie faisait usage de ces drones dans des missions d'interdiction du champ de bataille. C'était alors une nouveauté. Le grand drone, qu'il soit mâle ou tactique, emportait surtout des munitions dans le cadre des missions antiterroristes, cherchant soit l'élimination d'une cible en particulier, soit des actions contre des cibles fugaces, time-sensitive targets. La grande mutation, cependant, réside dans la prolifération des drones armés verticales et horizontales. D'une part, les drones se diversifient. Des quadcoptères peuvent être transformés en systèmes armés, mais plusieurs entreprises se lancent aussi sur ce secteur. D'autre part, en conséquence, le nombre de drones armés explose littéralement au profit des États
comme des acteurs irréguliers. La guerre d'Ukraine voit ainsi très rapidement le déploiement massif de micro-drones, souvent issus de donations et d'efforts de financement participatif menés par des associations, bien plus d'ailleurs que par le ministère de la Défense ukrainien, qui ne s'empare de cette question que très tardivement, vers la mi-2023. Typiquement, ces drones sont affectés à des missions ISR, que ce soit en appui des unités d'infanterie ou de forces spéciales, mais leurs effets seront particulièrement sensibles dans la correction des feux d'artillerie. Le drone devient donc l'un des facteurs d'efficience d'une artillerie ukrainienne pour laquelle, faute d'obus en suffisance, tirer de manière précise est un enjeu important pour la soutenabilité du combat dans le temps. Il participe donc directement à l'économie des efforts. Mais bien vite, certains dans la myriade de types disponibles sont utilisés pour des missions de frappe. Les drones deviennent ainsi un système comparable à un mortier de précision ou à un missile anti-char, mais qui serait autrement plus maniable. À partir de juillet 2022, des vidéos de frappe par des drones FPV commencent à apparaître. Les drones, d'abord issus du commerce, sont pilotés via des manettes classiques, mais l'opérateur reçoit sur ses lunettes des images produites par la caméra. Télépilotés, ils sont armés et projetés sur une cible d'opportunité ou non. Assez rapidement, les drones FPV sont ensuite produits massivement et plus seulement achetés sur étagère pour être adaptés. Opération parmi d'autres, Ednist est particulièrement parlante. Lancée le 14 août 2023 par les organisations comme Back Alive et United 24, très active dans le soutien aux soldats ukrainiens, c'est un financement participatif qui débouche sur la livraison aux forces ukrainiennes d'une première tranche de 5000 drones FPV, puis les 10 000 visés par l'opération le 11 octobre. En moins de 2 mois donc, d'autres initiatives sont régulièrement lancées, avec cependant des volumes de production moindres, mais non négligeables. Le drone FPV est un excellent exemple de technorégression compétitive. Assez classiquement, son usage initial, civil, est détourné pour en faire celui d'une MTO. Le drone FPV appartient fondamentalement à la catégorie des munitions rôdeuses. Il s'agit bien de disposer d'une arme d'une certaine portée qui permet à son opérateur de choisir une cible. Mais c'est aussi une arme peut-être et paradoxalement militairement plus évoluée qu'une MTO comme le Switchblade. Ergonomiquement, le pilotage FPV crée non seulement une immersion du pilote dans l'environnement, mais facilite aussi l'entraînement et la formation. Dès octobre 2023, il apparaît ainsi que la Russie fabrique elle aussi ses propres drones FPV, mais également qu'elle utilise des logiciels de simulation comme Liftoff FPV Drone Racing et des lunettes Skyzone Sky 04XV2, deux types de systèmes disponibles dans le commerce. Tactiquement, l'usage de drones quadcoptères facilite la manœuvre du drone dans les 3 dimensions avec des résultats inatteignables pour nombre de MTO conçus par les industriels, pour peu que l'opérateur soit habile. Des vidéos ont ainsi été diffusées montrant des drones FPV s'engager dans des tranchées pour ensuite pénétrer dans l'un ou l'autre des abris et exploser. Alors il s'agit d'une révolution aussi de la masse, à peine apparue sur le marché, et alors que le secteur se diversifie avec grand retard, les MTO classiques sont-elles déjà obsolètes ? Répondre à la question mérite nuance. D'abord, parce que les drones FPV, pour être manœuvrables,
ne peuvent être trop grands, ce qui implique donc de réduire leur charge explosive. Or, les MTO les plus lourds sont aussi celles dont la charge est la plus importante. Tout ne peut être traité uniquement avec quelques dizaines ou centaines de grammes d'explosifs. De même, des drones FPV conçus artisanalement peuvent avoir des endurances moindres et des portées plus réduites. Surtout, comme pour toute MTO, la grande question est celle de la viabilité des communications. Sans elle, pas de télépilotage, pas d'image et donc aucun ciblage. La guerre d'Ukraine, de ce point de vue, est porteuse d'un grand nombre de leçons quant à l'usage de drones et de MTO, qu'ils soient industriels ou proto-industriels. La première est certainement l'importance de la masse, qui est liée à la diffusion de l'usage des drones, mais aussi aux pertes en opération. Les forces ukrainiennes peuvent perdre mensuellement jusqu'à 10 000 drones de tout type, qu'ils explosent sur leur cible ou qu'ils soient perdus, détruits ou cassés durant les opérations ou encore neutralisés par la guerre électronique russe. Pour quelle efficacité? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Trop d'engagements se déroulent tous les jours. En revanche, une première estimation est fournie par un article du New York Times qui indique que moins d'un tiers des frappes atteignent leur cible. A priori, un taux de succès entre 26 et 33% n'est pas phénoménal. Mais il se mesure néanmoins à la masse des systèmes employés. Des milliers de drones mis en service produisent des effets, concrètement à partir des données produites par Andrei Perpetua, qui collecte jour après jour les preuves visuelles de la destruction d'équipements russes et ukrainiens. On peut voir à quel point les drones FPV sont importants pour les actions. Entre le 1er et le 26 octobre 2023, 736 équipements russes ont été détruits ou endommagés. La grande majorité étaient des véhicules, dont 392 par des drones FPV, soit plus de 50%. Ce type d'analyse a cependant ses limites, notamment parce que le drone FPV, comme tout MTO, produit des images permettant de qualifier l'atteinte d'une cible et que la proportion de pertes dues à ces systèmes peut donc être artificiellement gonflée. L'efficacité est aussi financière. Une vague de financement menée à l'été 2023 est d'une valeur de 238 875 € a ainsi permis de financer la construction de 450 drones, 5 répéteurs et 6 stations de contrôle, ce qui place le coût unitaire d'un drone à 530 €. Compte tenu des taux d'échec, 3 ou 4 drones sont nécessaires. Chaque cible, y compris des chars, des obusiers ou des systèmes de défense aérienne, peut donc être détruite pour l'équivalent de 1500 à 2000 €. À ce stade, compte tenu du fait qu'un drone FPV est une munition non seulement de précision, pour autant que l'opérateur soit formé, mais aussi agile, il est très largement compétitif au regard d'un missile anti-char de 190 000 € pour un Javelin et même d'un AT-4CS d'environ 4 000 €. Alors, l'artillerie d'appui future sera-t-elle un FPV? Évidemment, un drone FPV n'a pas les mêmes capacités et ne s'utilise pas de la même manière qu'un lance-roquette, un missile anti-char ou un mortier. Ces contraintes d'emploi sont bien réelles, tout comme les contre-mesures développées. Un simple filet peut l'empêcher de toucher sa cible, ce qui vaut d'ailleurs aussi pour les munitions rôdeuses plus classiques, ou encore pour les charges larguées depuis un drone. La guerre électronique réduit également les possibilités d'user ces systèmes et
tout comme on a pu voir apparaître des brouilleurs d'IED, on verra sans doute apparaître des brouilleurs de liaison de données de drones. Et c'est déjà le cas dans les tranchées russes, où les mamans des combattants achètent des brouilleurs chinois et les envoient à leurs fils. Reste ainsi que tout véhicule n'en sera probablement pas doté et qu'il est difficile de faire progresser une section sous un filet anti-drone. Il faudra également pouvoir optimiser l'intégration de ce qui apparaît comme une nouvelle arbre d'appui, mais aussi les types d'actions tactiques à conduire. En la matière, l'usage de MTO par l'Azerbaïdjan avait déjà démontré la nécessité de disposer d'une couverture par drone, ceci offrant un champ de vision qui permet la détection préalable de cibles avant qu'elles ne soient effectivement engagées. Ce type de schéma, pour efficace qu'il soit, peut être amélioré, notamment par l'usage d'intelligence artificielle d'identification, mais impose aussi des structurations et une organique spécifique, avec évidemment une démarche capacitaire associée. À cet égard, si l'on n'en est sans doute pas qu'à l'aube de ce qui pourrait devenir un nouvel type d'appui, l'évolution est bien là, et la Russie, par exemple, utilise déjà ce type de drone, mais aussi l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo sur les drones FPV vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.